Salut tout le monde, c'est Sneakit pour ces achats manga du mois d'août. Le mois d'août, c'est un mois merveilleux pour plusieurs raisons. Déjà, toutes les sorties sont en fin du mois, ce qui vous laisse beaucoup de temps pour lire et faire fondre la palle. C'est déjà une bonne chose en soi, surtout quand on a une palle plus grande que soi. La deuxième chose qui est vachement cool avec le mois d'août, c'est que c'est le mois de mon anniversaire, et donc on se fait plaisir. Bon, notez que d'habitude je me fais aussi plaisir de toute façon, en manga je suis un peu no limite, parfois trop, mais c'est quand même encore une fois une bonne excuse pour acheter des dingueries. On va commencer avec la partie occasion. L'occasion dépend pas vraiment du budget, mais des pépites que je vais trouver. Et niveau pépites, j'ai pas à me plaindre, j'ai trouvé 2-3 trucs très sympathiques. L'intégrale en 6 tomes des Centaures chez Glénat. Donc il faut savoir que le tome 5 est en rupture de stock depuis très longtemps. Mais si jamais ça vous intéresse, sachez qu'en fait c'est des récits indépendants. Ça je ne savais pas. En gros, on a un premier cycle sur 2 tomes, un premier cycle qui est très très bien, hein, un deuxième cycle, la suite sur 2 tomes, et le préquel, là avec les tomes 5 et 6. Donc fondamentalement, si vous n'êtes pas excessivement complétiste, vous pourriez très bien vous dire, je vais prendre les 2 premiers tomes, j'aurai une histoire complète et satisfaisante, et je m'arrête là, je suis fort content. De quoi qu'est-ce que ça cause? Déjà, on est sur un manga seinen avec une histoire un peu originale et des dessins, ma foi, plutôt de qualité. Donc on est dans un monde japonais, mais un peu fantastique, puisqu'il y a des centaures, les centaures qui sont les héros ici. Et pour faire la guerre, les samouraïs essayent de choper des centaures auxquels ils vont amputer les bras, d'où ce personnage-là qui n'a plus de bras, pour s'en servir comme combattants et montures de leurs généraux. Évidemment, les centaures, ça ne leur plaît pas. La plupart essayent de se cacher, et celui-ci est esclave déjà et va essayer de se barrer. C'est plutôt franchement sympathique. La deuxième partie nous raconte la descendance des 2 premiers centaures, et quand le Japon est redevenu en paix, la cohabitation centaure-humain, sachant que c'est difficile pour beaucoup de centaures, vu qu'ils ont été traqués comme des bêtes. Hop. Et la dernière partie, qui est la genèse des 2 personnages qui seront les héros du premier cycle. Honnêtement, ça valait la peine, c'est passé tout seul. Hop là. Ensuite, j'ai trouvé les 11 premiers tomes sur 12 de Chi, une vie de chat. C'est un manga qui est théoriquement un seinen, mais ici est vraiment destiné aux enfants, puisque c'est dans la catégorie Glénat Kids, et ils sont, vous l'aurez remarqué, dans un sens de lecture francophone. C'est en couleur, ce qui fait que c'est quand même une série qui est assez chère à la base. Heureusement, là, j'ai fait une bonne petite trouvaille en occasion, puisque j'avais eu les 7 premiers tomes pour 23 €. Et franchement, c'est un manga de chat. C'est tout mignon, avec ce petit chat qui se retrouve abandonné et qui va découvrir une nouvelle famille, qui va l'adopter, et ça se voit ici d'ailleurs. C'est aussi donc une bonne porte d'entrée pour des enfants. Ça, franchement, ça se lit bien, et surtout, ils ne sont pas dépaysés, vu qu'on est dans un sens de lecture normal pour nous. Hop là. Alors, assez dur à trouver, parce que personne ne les a priori, c'est les 14 premiers tomes de Doraemon, il doit y en avoir une quarantaine en tout. Je sais pas si j'irai au bout, honnêtement, de cette série-là, parce que c'est pas une dinguerie à lire, mais c'est une pièce d'anthologie japonaise, c'est un énorme classique, et si vous avez lu pas mal de mangas, on y fait souvent des références, que ce soit dans GTO, où lui-même se dit qu'il s'appelle Doraemon et qui a du XXIIe siècle, mais même plus récemment, dans Le Vendeur du magasin de vélo.
Je connaissais évidemment le dessin animé. J'avais envie de découvrir l'œuvre originale. Vous voyez, c'est pas des dessins d'une grande qualité non plus, puisque c'est quand même un manga qui est sorti fin des années 70, donc il n'est pas tout jeune. Maintenant, l'avantage ici, c'est que c'est édité par Kana, donc toujours disponible. Mais voilà, honnêtement, ça fait longtemps que je cherchais un petit lot sympathique, ça ne se trouve jamais. On trouve quelques tomes par-ci par-là et c'est tout. Un des avantages, c'est que c'est des mangas, gag manga. Vous pouvez très bien lire le tome 12 sans avoir lu le tome 11, etc. Peu d'évolution dans les personnages, mais ça vole pas très haut à mon avis. Hop là. Et pour terminer, oh, ça fait lourd. Il y en a 30, il me semble. Ouais, c'est ça. L'intégrale en 30 tomes de Go & Go manga sur le baseball. Évidemment, il fallait que ça se casse la gueule, sinon c'est pas drôle. Donc, manga qui n'est plus disponible depuis fort longtemps, sur même la maison d'édition, Punch n'existe plus. C'est un manga de sport, plus ou moins classique, parsemé d'humour graveleux. Voilà. Ça se laisse lire, mais très honnêtement, si vous avez envie de découvrir un manga de baseball, mettez un peu plus de thunes, prenez un plus gros budget et allez chercher les rookies, c'est incontestablement mieux. Maintenant, si vous êtes fan de manga de sport, et particulièrement de baseball, c'est pas mauvais, hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on peut largement trouver mieux sur le marché. Et surtout pour le prix que ça coûte, puisque, encore une fois, vous vous en doutez, manga qui n'existe plus égale manga qui vaut des sous. Sauf coup de bol. Voilà, niveau occasion, c'est fini, c'est déjà pas mal. Et on va tout de suite passer aux mises à jour. Et donc, première mise à jour, évidemment, le tome 12 de Chi, pour terminer la série. Je vais me rendre compte que j'ai pas encore enlevé le prix. Quand je vous dis que c'est des tomes chers, je ne vous mens pas. 11 € plus, passé, ça picote un petit peu. Mais voilà, au moins encore une série de terminer, c'est toujours ça. Le tome 9 était dans les sorties, j'ai profité de la pause du mois d'août pour lire les 4 premiers. Je me mets à jour avec les tomes 5 à 8 de The Ice Guys and the Cool Girl. La série est plutôt pas mal. Le premier tome est assez compliqué, je trouve, parce que c'est plus des petites gags sans fil conducteur, alors que là, l'histoire avance. À partir du tome 2, c'est beaucoup plus intéressant. Le seul défaut, c'est que c'est aussi une édition qui coûte plus de 10 € et c'est un grand format. Si je prends un manga, on va dire plus classique, vous voyez, ici, on est beaucoup plus grand. Et honnêtement, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de faire un grand format pour une petite rom-com sympathique, mais ça la rend chère, alors qu'on n'a pas de grand format pour des dingueries qui ont un vrai beau dessin. Magus of the Library, Isabella Bird, même Berserk, qu'on n'a pas des grands formats. Pourquoi est-ce que Mangetsu nous sort ça en grand format? C'est spécial. Après, peut-être encore une fois, c'est l'éditeur japonais derrière qui impose ça. Je ne comprends pas. J'aurais préféré avoir une petite édition dans les 7-8 € sans hésitation. Hop là. J'avais les 3 premiers tomes de The Killer Inside que je n'avais pas lus. J'en ai profité pour les lire, histoire quand même de me faire un avis sur la série. J'ai adoré et j'ai acheté les 11 autres. J'ai tout bouffé dans une après-midi. C'est fou. Les thrillers, c'est comme ça que ça se lit. Si vous attendez parfois 6 mois, 1 an avant d'avoir un tome, c'est fini, vous n'êtes plus dedans. Donc, vous ne profitez pas. Ici, j'ai pu enchaîner sur l'ensemble du mois, au final, les 11 tomes. Et j'ai passé un bon moment de lecture. Et encore, pourtant, le thriller c'est pas ma came de base, faut bien le savoir. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a sur un meurtre sordide qui aurait été commis par le père du héros, qui s'est suicidé par le feu. Ça arrange bien tout le monde.
Et un jour, dans le temps présent, on se rend compte qu'il y a un nouveau meurtre qui a été commis par le héros. Enfin, dans le même style que le père du héros. Et c'est sale. C'est des meurtres vraiment, vraiment sales et assez compliqués. Et le héros, lui-même, il a des troubles de personnalité. Ce qui fait que des fois, il va s'endormir et quand il se réveille, il est 3 jours plus tard. Il sait pas pourquoi, il sait pas ce qui s'est passé non plus. Et là, au début de l'histoire, il se réveille avec une meuf. Il sait pas comment il l'a rencontrée, il sait pas comment elle est là. Heureusement, elle est vivante, c'est déjà pas mal. Mais voilà, l'histoire de son père se réouvre, plus les problèmes de personnalité. C'est plutôt sympathique et bien écrit. J'ai plutôt apprécié. Hop. Alors, assez récemment, je vous avais dit beaucoup de bien de Jizo et tout ce que je pensais de ce manga. J'ai donc goûté l'autre manga de cette collaboration franco-japonaise, Ningyo, qui ici va parler de la forêt des suicidés d'Onigashima, un truc comme ça. Le dessin, donc celui-là est le plus ancien, il me semble. Le dessin est toujours aussi beau. Il faut reconnaître. Mais comme disait Adrien de Sélection Manga, l'histoire est beaucoup moins bien. Ça va parler donc du héros qui va dans cette forêt pour comprendre pourquoi son frère s'y est suicidé. Et la réponse, grosso modo, c'est ta gueule, c'est magique, il y a des sirènes. Voilà. Voilà, un peu compliqué. L'histoire ni fait ni à faire. On aurait pu franchement doubler la taille du volume et faire une histoire un peu plus complète, un peu plus profonde. Si vous devez en choisir qu'un, franchement, Jizo, beaucoup mieux. Un grand classique qu'on a mis un peu de temps à lire aussi, c'est Le rêve de mon père de Taiyo Matsumoto en 3 tomes. C'est un auteur qui est fort connu. J'avais déjà ping-pong de lui. Mais ce qui me rebute, très honnêtement, c'est le dessin. Il suffit de prendre n'importe quelle page un peu au hasard. Voilà, j'en prends une ici. Et il y a, déjà le style des personnages, on n'aime pas, mais il met toujours des trucs un peu décalés, comme par exemple ici, le fait qu'il y ait un cochon qui est en train de dormir. Parfois des personnages qui vont se retrouver avec des têtes un peu anthropomorphes, des trucs qui volent dans le ciel, on sait pas trop pourquoi. Donc ça, honnêtement, j'ai du mal. Par contre, l'histoire en elle-même, un bijou. Donc, on est dans un Japon un peu ancien, un peu old school, hein, où une mère vit avec son fils, et pour les vacances d'été, elle l'envoie vivre chez son père. A priori, ils sont pas séparés, c'est juste qu'ils vivent indépendamment. Et on va avoir cette rencontre entre un fils qui est en primaire, il est en CE2, un truc comme ça, il me semble, qui est déjà beaucoup trop intelligent, on va dire, pour son âge, beaucoup trop mature. Et à l'inverse, son père, qui a 30 ans passés, et qui lui est complètement resté au stade enfance, il ne vit que pour son rêve, le baseball, il travaille pas, il vit vraiment comme un homme libre, il a envie de faire la sieste, il fait la sieste, il a envie de partir chasser les papillons, il va chasser les papillons, il veut aller à la mer, il va à la mer. Et on a vraiment cette opposition entre le père qui va apprendre à son fils à être un peu plus un enfant, et l'enfant qui va essayer de responsabiliser son père. Très intéressant comme histoire, avec une fort belle fin. J'ai adoré. Et en 3 tomes, franchement, ça se lit assez bien. Alors, un autre auteur qui a été fort influencé par Taiyo Matsumoto, d'ailleurs il le dit, c'est Keigo Shinzo. Forcément, pour l'instant, tout le monde connaît Hirayasumi. Très bonne série. J'avais envie de découvrir ses autres œuvres. Ici, c'est Le Jour du Typhon. Le Jour du Typhon est un recueil de nouvelles. Donc on a plein de petites histoires. Le Jour du Typhon n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Et honnêtement, je me suis fait un peu chier. On voit que c'est ses premières histoires, et ça se voit. Il n'a pas la maîtrise de son art encore dedans, et la plupart de ces histoires un peu farfelues, comme celle avec le monstre aux bières, on ne sait pas où il veut aller, on ne sait pas ce qu'il raconte. C'est assez dommage. Franchement, sauf si vous êtes
collectionneur et fan, je vous conseille de passer votre chemin là-dessus. Vous verrez que dans les nouveautés, on va en reparler, mais depuis nous habituer à mieux. Heureusement, on a eu aussi Summer of Love, toujours de Keigo Shinzo. Ici, bon gros pavé, une seule histoire. C'est l'histoire d'une petite ville perdue à la campagne qui va être bouleversée le jour où un volcan va entrer en éruption, où elle va devenir une cité touristique à cause de ses onsen et de ses sources thermales. Et on va voir l'amitié, c'est vraiment une histoire d'amitié entre deux personnages qui sont en pleine crise d'adolescence et qui vont bientôt terminer leurs études, c'est-à-dire lui qui est le rationaliste de la bande et lui qui est le doux rêveur, un peu foufou. Ben franchement, belle histoire, très bon one-shot, bien aimé. Et enfin, je me suis laissé influencer par Sélection Manga, puisque j'avais pris l'offre découverte de Tokyo Tarare by Girl chez Le Lézard Noir, hein, donc deux tomes pour le prix d'un. À 10 balles le tome, 10 balles d'économie, c'est quand même une bonne affaire. J'ai beaucoup aimé ces deux tomes. En plus, ça me parle pas mal, puisque c'est l'histoire de 3 filles qui sont trentenaires et toujours célibataires, malgré ça, qui se rendent compte qu'elles ont peut-être pas fait les bons choix dans la vie, qui aimeraient bien ne pas finir vieille fille, et potentiellement se trouver un mari. L'histoire est rythmée par des petits personnages aussi, qui apparaissent, je sais pas si je vais en trouver, qu'on les voit dessus, voilà, ici on les voit, qui sont grosso modo des aliments, hein, c'est de la laitance de morue et du foie, qui ont, une apparence toute mignonne, mais qui les insultent comme des porcs, hein, ça n'a aucun respect ces bestioles-là. Le premier tome parlait surtout de la fille du milieu, le deuxième tome se concentre un peu plus sur les deux autres, je suppose qu'on va suivre voilà, toute l'évolution des 3 personnages, ce serait quand même le but. Et ça passe plutôt bien, à tel point que j'ai craqué. Je n'ai pas encore lu, hein, c'est vraiment rentré hier, faut pas déconner. Voilà, les volumes suivants, des tomes 3 à 9. On verra une fois que j'aurai fini ça, parce qu'il y a une suite. Il y a même plusieurs, en fait. Il y a d'abord eu des spin-offs, puis il y a eu une vraie suite. Donc on verra ce que ça va donner sur le long terme. Mais voilà, moi mon objectif, de toute façon, de l'année, c'était de découvrir un peu plus le Lézard Noir. Ça augmente, hein, puisque ici, je ne l'avais pas précisé, mais ceci c'est du Lézard Noir et celui-ci aussi. Je me demande si le rêve de mon père... Non, le rêve de mon père, ça c'est du Kana. Honnêtement, vu l'auteur, ça aurait très bien pu être du Lézard Noir, ça resterait dans leur gamme éditoriale. Voilà, niveau mise à jour, c'est fait. On en est déjà à un bon moment de vidéo. Mais vous allez voir, vous allez encore en avoir pour votre pognon, vu qu'on va attaquer tout de suite les nouveautés. Et donc, pour cette partie nouveauté du mois, on va commencer avec Tsubaki, le tome 2 chez Omake Books. Toujours un manga sympathique, avec un dessin, on aime ou on n'aime pas. Il n'a pas fait beaucoup de bruit, ceux qui en ont parlé n'ont pas été transcendés. C'est sûr que par rapport à High School Girl, c'est pas la même. Mais ça se laisse lire et puis c'est en 3 tomes. Donc on verra ce que ça donnera au final. Chez Komiku, un seul tome, le tome 19 de Arte. Qu'est-ce que j'aime cette série. Et puis regardez-moi ce dessin. Oh là 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 là. Voilà, ça c'est un manga sur l'art qui a un dessin qui vaut la peine. Ce que Blue Period n'a pas. Je dis ça, je dis quand même Blue Period, hein, faut pas déconner, mais Arte c'est tellement mieux. Chez Panini, nous avons le tome 10 de Shut L. On approche du bout, et le grand méchant, je sais pas si on peut appeler là, parce que ça c'est lui, Gengis Khan, qui fait enfin son apparition en cliffhanger. Donc j'ai hâte de voir comment la série va se terminer. Chez Manabooks, le tome 7 des carnets de l'apothicaire, donc l'autre version, qui va plus vite puisqu'ici on est déjà au passage où elle rencontre son
père biologique. C'est un passage que j'ai déjà beaucoup aimé dans l'œuvre originale. Et ici, il est plutôt sympathique aussi. Je suis curieux de voir ce que ça donnera quand les deux séries seront au même niveau d'histoire, voir laquelle avancera plus vite. Parce que là, on rattrape vachement bien. Chez Kabooks, le tome 14 de Solo Leveling. Wow, commence à avoir des manques, ça ne va pas. Toujours une dinguerie, Solo Leveling, avec cette fois-ci des ennemis qui ont l'air d'avoir un niveau suffisant. Oula, ça c'est une belle page comme on n'en fait plus. Qui ont l'air d'avoir un niveau suffisant pour enfin poser un vrai problème à notre héros principal. Pareil aussi, hein, il manque plus grand chose avant la fin, à peu près 4 tomes, et on aura fini. En parlant de fin, chez Vega Dupuis, le tome 8, le dernier tome de Boko Stratège. En voilà une série qui va me manquer. Pour tous les fans de Kingdom et de stratégie militaire, c'est vachement bien, avec un dessin bien rétro comme on n'en fait plus, et une fin, ma foi, assez satisfaisante et assez ouverte, qui m'a personnellement beaucoup plu. Donc, un volet se ferme sur une excellente série. Hop là, on va passer chez Luna, petite maison d'édition que personne ne connaît, qui est assez récente. Moi, je ne les connais que pour cette série-là, c'est-à-dire Intrépide. L'histoire de Naoe Kanetsugu, racontée par son ami Keiji Maeda. Oups, on va pas montrer cette page-là. Voilà, c'est pas du Tetsuhara, mais ça s'y rapproche très très fort. C'est sous sa supervision, donc sûrement un de ses élèves ou quelque chose comme ça. C'est une dinguerie, et surtout, et ça, je tiens à le signaler, ça devrait faire jurisprudence. Le tome 1 est sorti au mois de mars. Okay, on est au mois d'août, fin août. On a 8 tomes. Ça sort tous les deux mois, vous avez 2 tomes. Ils l'ont dit, ils s'y tiennent. Ça, c'est beau. Pourquoi est-ce que les grosses maisons d'édition ne savent pas avoir un rythme soutenu? Honnêtement, je veux bien pardonner beaucoup de choses, mais devoir attendre 10 ans pour des séries qui sont finies au Japon depuis des plombes, c'est honteux. Ici, moi, j'ai le cas avec Lovic Dilemma, mais tous les lecteurs des Liens du Sang sont pareils à s'arracher les cheveux parce que ça ne sort pas. Ici, c'est scandaleux. Même un petit éditeur sait le faire. Sortez-nous les tomes par 2 ou par 4, comme le fait Meian. C'est pas compliqué. Bon, chez Crunchyroll, le tome 32 de Twin Star Exorcist, avec cette couverture un peu particulière. On dirait qu'elle est à l'envers, mais non, c'est normal. Ici aussi, on approche de la fin, puisqu'on vient de... Le tome se termine avec l'apparition du boss final. Il doit manquer quelque chose comme 4 volumes au total pour terminer l'histoire. Pas très connu, mais une bonne histoire d'exorcisme, et surtout, ce qui me plaît beaucoup dans ce manga-là, c'est qu'on va voir les personnages en mode enfance, en mode adolescence et en mode adulte. Ça, c'est rare, surtout pour un shonen, et donc ça passe plutôt bien. Et évidemment, si on parle de Crunchyroll, on ne peut pas passer à côté du tome 13 de Dan Dadan. Vous m'excuserez, celui-là n'est pas encore lu. Je tourne cette vidéo à peine un jour après avoir fait mes derniers achats, et j'avais un sac rempli, donc je n'ai pas su tout lire, malheureusement. Même si l'envie est là. Chez Mangetsu, le tome 9 de Mibu Gishiden. On arrive au bout de l'histoire de ce personnage-là, a priori. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un journaliste qui interroge des gens qui ont connu le héros principal et qui va être décrit à travers les yeux de différents personnages. Très très sympa. Et pareil, par contre on se demande où il veut aller. Hein, et je m'attends à une révélation de Ouf Guedin sur la fin, sinon je serais un peu déçu. Le tome 10 de Golden Guy. Ça aussi, ça commence à faire un petit peu long par contre, cette histoire de Yakuza, de chasse au trésor. Pas encore lu ce tome-là. Sinon le reste, je suis à jour, mais j'espère qu'ils vont pas aller trop dans la longueur.
Chez Doki Doki, le tome 20 de Mushoku Tensei. Un bon gros isekai comme on n'en fait plus, que j'aime beaucoup, ça fait partie de mes isekai préférés, avec ce personnage, hein, un gros nid qui se retrouve réincarné en petit Dédé, et qui s'entraîne pour devenir surpuissant, évidemment, et complètement cheaté, enfin un isekai, quoi. Et le spin-off, le tome 11 des aventures de Roxy. Et celui-là, c'est l'avant-dernier. La série sera terminée en 12 tomes. D'ailleurs, là, on fait le lien avec l'histoire principale, puisque Roxy est devenue officiellement la préceptrice du héros principal. Et on termine chez eux avec le tome 23 de Battle Game in 5 Seconds. Un jeu de combat, Battle Royale, hein. Mais je ne suis complètement pas à jour, j'avoue. Chez Glénat, une dinguerie, ça, c'est lecture Day One, on peut pas ne pas le lire. Le tome 5 de Blue Giant Explorer, la saison 3 de Blue Giant. Pareil avec ce héros qui est bourré de talent, mais qui n'a absolument plus une thune, qui va être obligé de faire la plonge et de donner des cours pour s'en sortir financièrement, en attendant que son plan fonctionne pour se trouver un partenaire. Franchement, allez, regardez-moi cette page. Si ça, c'est pas un mec qui sait dessiner, ça, c'est un manga qui mérite un grand format, ça. Tu me sors une édition de luxe, j'achète. Le tome 6 d'une touche de bleu, petit shoujo très sympathique. Ça fait très longtemps qu'on n'avait plus un tome, j'ai l'impression. Mais ça va, ça se laisse lire. J'avais bien aimé l'histoire. Cette fille qui a une sorte de coup bleu permanent autour de l'œil, en plein visage, c'est gay. Et le tome 4 de Crying Freeman. Ça aussi, je suis pas à jour dans la lecture, hein. Bon, a priori, c'est du bon gros nanar, donc je ne suis pas pressé. Mais le dessin, en tout cas, est chouette. Il y a une petite page couleur qui va bien. Enfin, couleur bichromie. Mais c'est sympathique. Hop là. Alors, chez Kiyun, le tome 25 de Witch Hunter. Toujours dans un sens de lecture francophone, il y a à l'envers. Un des mangas les moins chers du marché, un bon petit shonen neketsu. Et je suis content qu'ils aient repris un vrai rythme de publication, parce qu'on a eu une grosse pause, et là on a enchaîné quand même 2 tomes assez rapidement. Ça fait plaisir. Sûrement un des tomes qui me donne le plus envie d'être lu actuellement, ce sera le tome 2 de Nine Peaks. J'avais adoré le tome 1, avec ce bon goût. Là, je déteste quand les maisons d'édition font ça. N'utilisez jamais les jaquettes pour bloquer des pages. Ça défonce la jaquette, regardez ça. Elle est naze. Ouais. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Les marque-pages, c'est fait pour s'en servir. Et donc, c'est comme un Tokyo Revengers, mais en mieux. Non, je déconne. Il y en a, pour l'instant, on peut pas juger avec un tome. Mais voilà, c'est du Furio avec du voyage dans le temps. Et en tout cas, de ce que j'avais lu au début, ça m'avait extrêmement plu. Le tome 11 d'Isabella Bird, Femme exploratrice. Encore une série que je recommande vivement. La qualité du dessin, le côté historique de la chose, on ne le dira jamais assez, c'est une histoire vraie. Isabella Bird a vraiment existé. Alors, elle n'avait pas cette tête-là, évidemment, c'était une vieille mémère. Mais voilà l'idée. Et donc, la découverte d'un Japon qui vient de s'ouvrir à l'Occident. Ça vaut complètement la peine. Le tome 14 de City Hunter Rebirth, ou un isekai, une fangirl de 40 ans qui se retrouve réincarnée dans le corps d'une jeunette de 16 ans dans l'univers de City Hunter. C'est rigolo, comme ça reprend les passages du manga, avec évidemment quelques anecdotes et des choses en plus, parce que si c'est juste pour reprendre l'histoire classique, ça ne sert à rien. Mais ça fait plaisir de retrouver City Hunter d'une façon un peu différente, avec un regard différent sur l'histoire. Maintenant, se réserver aux fans de l'heure, parce que ça casse pas 3 pattes à un canard.
D'ailleurs, ils en ont fait pas mal dans ce genre-là. Il y en a un dans les Chevaliers Zodiac aussi, où deux copains se retrouvent. Un, c'est un chevalier d'or, et l'autre, c'est Radamante de la Wyvern. Bon, moi, je passe mon chemin. Là, je me suis fait avoir parce que c'est City Hunter, mais ça n'ira pas plus loin. Chez Delcourt Tonkam, le tome 6 de Gans E, donc Gans à la période Edo. Rythme de sortie particulièrement lent, dessin particulièrement beau, mais une histoire qui marche vachement bien. Alors ici, j'ai pas envie de spoiler, c'est vraiment un truc très intéressant, mais dans ce tome-là, il y a un petit élément spécial, basé sur un cheveu, ceux qui l'ont lu comprendront. Ça amène quelque chose de très intéressant au récit. J'ai vraiment envie de voir comment ça va se développer. Si c'est bien exploité, ça peut être très très cool. Si c'est pas bien exploité, ça va me décevoir. Mais en attendant, pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. Le tome 7 de Blue Period, triangle amoureux avec sport, badminton et basket. Déjà, c'est sympa d'avoir du badminton, ça change un peu. Même si je pense qu'on est plus sur du relationnel que sur du sport au final. Mais c'est plutôt pas mal. Et un revenant, le tome 12 de Beck dans sa Perfect édition. C'est du volume double, hein, on va pas se le cacher. Beck, c'est un manga qui est beaucoup trop bien. Pareil, sous-côté, j'ai mis 10 ans avant de m'y intéresser, parce que quand j'étais jeune et con, bah moi je voulais de la baston et des mangas de musique, ça ne me parlait pas vraiment. J'ai eu tort, c'est vraiment cool. Par contre, pour la blague, je vous rappelle que quand l'édition est sortie, Delcourt Tonkam avait dit qu'on en aurait droit à un par mois. Ça doit bien faire 6 mois qu'on n'en a pas eu. Feignant. Kuroki Ototo et Mangetsu pour être pire que vous. Hop là. Une fois n'est pas coutume, on va passer à Pika. Et oui, Pika nous ont pas les plus régalés ce mois-ci. Ils vont se rattraper le mois prochain. Hein. Le tome 21 de To Your Eternity. Voilà, un manga sympathique, mais on n'est pas à jour depuis longtemps. Mais c'est du Pika, et on prend pas de risque avec Pika. D'autant qu'il me semble qu'il y a des tomes qui sont déjà pas faciles à trouver chez eux, de celui-là. Le tome 11 de Windbreaker, avec ses histoires de racailles au grand cœur, la fin d'un arc et le début d'un nouvel, hein, où on nous présente des antagonistes qui ont un peu un côté badass et effrayant. Très très hâte de voir ce que ça va donner. C'est ce que j'attendais. J'avais dit dans une présente, j'aime bien l'histoire, mais si c'est juste pour faire des petits récits comme ça, gnangnan les uns après les autres, il n'y a pas un énorme intérêt. Ici, voilà, là il y a un vrai enjeu, on nous montre une vraie bande de méchants. Ça annonce du bon. Pour l'instant, très satisfait de ce manga. Le tome 11 de MMA, manga de sport, donc sur le MMA, hein, sans souci. J'aime toujours autant. Et bah, surtout les personnages féminins, en fait, je trouve les deux filles très intéressantes et très bien écrites. Alors qu'étrangement, le héros principal me laisse un peu de marbre. Et on termine avec le tome 14 de Rokudenashi Blues. Ça, c'est vraiment un des meilleurs furios qu'on puisse trouver. Alors, ok, l'édition est perfectible, mais je suis tellement content de l'avoir en grand format, avec une belle fresque qui change. Franchement, je me régale. Chez Nobinobi, qui est aussi un peu en quelque sorte Pika, hein, bon. Le tome 24 d'Iruma à l'école des démons. Je pense qu'on est parti sur un shonen vachement long. Moi j'adore, hein, moi ça me va très bien. Parfait pour les enfants aussi. De l'humour, une baston mais gentillette, des personnages très sympathiques. Et ici, on est dans un côté vie scolaire, et donc c'est le début de la rentrée à Babils, l'école des démons. Et Iruma entre en 2e année. Il doit y en avoir 6, quelque chose comme ça. Tout va par 6 chez eux. Normal, 666.
Le tome 10 de By the Grace of the Gods. Ce qui est agréable ici, c'est qu'on ait enfin dépassé l'animé, donc je découvre enfin quelque chose. Un petit isekai, franchement, mais juste sympa, mignon et chill. Ici, le gars, il a fait son petit commerce et son nouveau objectif, c'est d'ouvrir une succursale dans une autre ville. Voilà. Donc si vous cherchez du suspense, de la grosse baston et du sang, c'est pas pour vous. Encore une fois, hein, on est chez Nobinobi, c'est mignon et sympathique. Exactement la même chose avec le tome 12 de... c'est quoi encore? Flying Witch, je savais qu'il y avait Witch dedans. Mais... un bon petit tome aussi, ça passe tout seul. C'est des histoires de sorcières qui se promènent dans leur monde, qui apprennent des choses, qui s'amusent bien, résoudent des enquêtes. Et là, ils vont aider carrément le personnage qui personnalifie l'automne. C'est drôle parce qu'on avait déjà eu l'hiver et le printemps, il me semble. Non, c'est l'automne qui apparaît. Médailliste, tome 4, manga sur le patinage artistique, un des mangas les plus sous-cotés du monde. Ma librairie n'en vend qu'un et c'est moi. Moi j'adore ce manga. Celui-là, je suis rentré, j'ai lu ça. J'avais Kingdom, j'ai lu ça. Je dis pas que ça vaut pas Kingdom non plus, il faut pas déconner, mais celui que j'avais le plus envie de voir, c'est ça. Franchement, le dessin est tout minouche. Et il est plutôt fourni, hein. C'est pas des cases blanches. Donc le dessin est top, les personnages sont bien foutus, et ça parle d'un sport qu'on connaît pas. Moi j'adore, c'est tout ce que j'aime, franchement. En plus comme ça, belle petite couverture là, avec le côté un peu métallisé sur le mot. Ah, qu'est-ce qu'il est bien ce manga. Franchement, lisez-le, faites-moi un retour. Et on termine chez Nobinobi avec le tome 20 et le dernier tome de Quand Takagi me taquine. Pareil, il y a une romance toute mignonne entre deux enfants. On sait qu'ils finiront ensemble, ça a été spoilé déjà dans des tomes, on les voit adultes. Mais enfin, là, on termine avec un point d'orgue, tout ce qu'on pouvait attendre de ce manga-là. Voilà, ça se laisse dire, c'est sympathique. Il y a toute une mode comme ça en ce moment. Hop là. Chez Kana. Le tome 13 de Ragna Crimson. C'est une histoire d'apocalypse, de post-apo, sauf que ici la post c'est des dragons, que le héros a tout perdu contre les dragons, qui remonte le temps pour se réincarner dans son lui du passé, qui devient tout de suite beaucoup plus fort. Pour l'instant je suis un peu lassé, hein. J'ai mis la série en pause, j'achète continuer à acheter les tomes, mais j'ai plutôt envie que ça se termine qu'autre chose, malheureusement. Le tome 14 de Bucket List of the Dead, encore une apocalypse, mais ici apocalypse zombie. C'est sympathique, ça casse pas trois pattes, un canard non plus. Ce qui est sympa, c'est le côté humour. On pourrait se dire, ouais, ça va être un truc dark, apocalypse zombie, tout ça. Non, c'est plutôt axé sur le fun. Même s'il y a évidemment du zombie et du mort, hein, faut pas déconner. Le tome 18 d'Undead Unluck, une série qui est montée en puissance et que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, très honnêtement, autant j'ai trouvé que l'idée comme ça le twist qui a amené à ce nouvel arc était très sympathique, autant la série s'appelle quand même Undead Unluck et Undead, ça fait un petit peu longtemps qu'on l'a plus vu, ça commence à manquer. Moi je veux bien, mais faut pas non plus faire trop traîner les choses en longueur pour le plaisir. Le tome 5 de Showa Shoten, manga sur les humoristes japonais. Ce n'est pas un manga d'humour, vous n'allez pas foncièrement rire aux blagues, de toute façon on n'est pas ciblé par ce type d'humour-là, c'est pas le but du jeu. Ici c'est de découvrir un métier, une profession, et un genre en soi. Le tome 14 de Tales of Wedding Rings. Un manga assez ecchi sur les bords, avec ce personnage qui doit conquérir 5... voilà. Caramba. Qui doit conquérir 5 femmes pour avoir la puissance des 5 anneaux et vaincre le roi du mal.
Ce qui est drôle, c'est que le roi du mal, ça fait plusieurs tomes qu'on l'a battu. Donc, je me demande ce qu'ils font encore là. Comme pour tout, une bonne série, ça doit savoir s'arrêter. Attention. Le tome 21 de Shai, pas encore lu non plus, une histoire de super-héros qui avait au moins à l'origine, en tout cas, un ton beaucoup plus sombre que ne l'était My Hero Academia, ce qui n'est plus le cas maintenant. Parce que My Hero Academia a quand même pris pas mal de dark dans son dernier arc. On approche aussi tout doucement de la fin, hein, le combat contre le boss final s'approche. Faut pas que ça traîne beaucoup trop non plus, commence aussi un peu à décrocher. Chez le Lézard Noir, et oui, plein de belles sorties chez le Lézard Noir. Déjà, le tome 6 d'Irayasumi. Un tome très sympa, il s'est passé plein de choses intéressantes, notamment la relation entre ces deux personnages qui sont là, hein, donc l'agente immobilière et le héros, Hiroto. J'ai envie de voir comment ça va évoluer. En tout cas, c'est une dinguerie et sûrement le meilleur manga de Keigo Shinzo. Eh ben, on va rester en Keigo Shinzo, puisqu'on a pris le tome 1 sur 3 de La Planète Verte. Alors celui-là, je vous avoue, je ne le lirai pas, puisqu'il y a 3 tomes. Je vais simplement attendre que les 3 tomes soient sortis et me faire tout d'un coup. En même temps, c'est Keigo Shinzo. J'ai tendance à faire confiance à l'auteur, je sais qu'il me plaît. Donc, il n'y a pas à hésiter, je fonce. Et justement, No Reaction, un recueil d'histoires courtes de Keigo Shinzo qu'il a écrit entre 2017 et 2021 et qui, selon lui, n'ont suscité aucune réaction. Voilà, No Reaction. Tout à l'heure, j'ai parlé de son premier recueil d'histoires où soit je comprenais pas trop où il voulait en venir, soit je passais pas foncièrement un bon moment. Ici, toutes les histoires sont bonnes. Certaines sont meilleures que d'autres, mais surtout, il y a des histoires autobiographiques. Ici, la toute dernière, il va raconter comment il a survécu. Alors, c'est des petites histoires, évidemment, mais à un lymphome. C'est un cancer, hein, c'est pas un truc drôle. Mais il s'en est plutôt bien sorti. Si vous avez envie d'en avoir plus on avait déjà eu Mon cancer couillon, là c'est un gros tome qui parle vraiment de ce sujet-là. Il y a un chapitre qui est entièrement dédié à Taiyo Matsumoto et qui donne l'amour de l'auteur pour ce mangaka qui l'a beaucoup inspiré dans sa jeunesse et aussi basé sur une histoire vraie. Voilà, donc pas mal au moins 3 histoires là-dedans sont autobiographiques, donc très chouette. Un bon moment de lecture. Franchement, il n'y a rien à acheter. Hop, c'est vrai que je n'ai pas montré les trucs, mais... Hop là. Oui, ça c'est la dernière, évidemment. Et surtout, on ressent que l'auteur est beaucoup plus mature là-dedans. Dans son trait, déjà, dans la qualité des histoires. Le tome 2 du Cri du Kujima. On reste complètement sur la ligne du premier, avec ce personnage étrange, mi-phoque, mi-oiseau, on sait pas trop, qui vit dans une famille japonaise. Il n'y a pas eu de révélation de ouf gueudin, hein, c'est juste la vie au quotidien, vas-y on va cuisiner, vas-y on va faire ci, on va faire ça. C'est sympathique, et ça se laisse lire. Maintenant, on verra comment ça va évoluer, parce que c'est censé être en 4 tomes. Après, je ne m'attends pas non plus à des révélations de dingue là-dedans. Honnêtement, si on enlève le fait que ce soit une créature anormale, on est complètement sur de la tranche de vie. Et on termine avec un nouveau petit format, toujours chez le Lézard Noir, le dragon sous le croissant de lune. Déjà, j'ai beaucoup aimé le côté petit format chez le Lézard Noir. Le vendeur du magasin de vélo, excellent. Couteau et piment vert, vraiment très bien aussi. J'ai été là-dessus, j'ai envie de découvrir. Mais force est de constater que celui-là est moins bon. Pour faire simple, c'est grosso modo, c'est peut-être parce que c'est l'histoire, en fait, je m'y attendais, c'est du déjà vu, puisque c'est l'histoire du Karate Kid. Hein, vous savez, ce jeune garçon qui se fait un peu bolosser, raqueter, qui tombe sur un vieux maître mystique extrêmement puissant,
qui va aller le voir pour devenir son disciple, puis qui va s'entraîner, nanani. Voilà, bah oui, après ça se laisse lire, c'est des bons pavés, il y a quand même de la matière, donc vous en avez pour votre pognon, ça c'est sûr. L'avantage, c'est que ce sera terminé en 7 tomes. Mais si vous devez choisir un parmi les petits formats du Lézard Noir, bah, j'irai pas sur celui-là, personnellement. Il y a mieux. Chez Kurokawa, putain, eux, ils ont bien bossé. Hein. Le tome 3 de Ansel Sakamichi. L'histoire évolue, hein, on est dans l'entrée au club, les entraînements. Le dessin n'évolue pas beaucoup pour le moment. On est encore très en deçà de ce que le dessin animé pouvait nous proposer. Mais au moins ça avance. Mais voilà, ça, c'est une série qui devrait sortir par 2 ou 4 volumes. Je rappelle qu'il y en a 89 au Japon, on est à 3. C'est pas gagné. Notez qu'ils nous en ont promis 27, hein, on n'est pas sûr d'avoir le reste non plus. Le tome 24 des Héros de la Galaxie, série où je ne suis pas à jour non plus, où je ne m'inquiète pas. Stratégie militaire dans l'espace, space opéra, vengeance, tout pour plaire. Hippo, tome 26 de la saison 6, ce qui nous fait le tome 135. Mon Dieu, ça picote. Hein. Toujours aussi bon, hein, les hippos. Et une série où on ne se lasse pas. Après, faut peut-être pas lire les 130 tomes d'affilée, ça fait peut-être beaucoup. Mais comment est-ce que l'auteur, George Morikawa, arrive à maintenir la tension encore aussi bien après plus de 130 tomes? Moi, je dis respect. Respect pour lui. Goblin Slayer, Year One, tome 11, le spin-off de Goblin Slayer. Ouais, ça se laisse lire, c'est pas non plus dingue. Parce que tout ça est censé se passer en un an, on est déjà au tome 11, il a déjà été promu, nanani. Et puis le personnage a été particulièrement débile dans celui-là, il m'a énervé, il voit passer une épée magique, il pense même pas à la ramasser ou à la bazarder. Allez, c'est bon quoi, faut pas être con non plus. Le tome 15 de 008, Apprenti espion, manga d'espionnage, de baston, avec pas mal d'humour et de ecchi. C'est pas un grand manga. Maintenant, ça se laisse lire. Un bon manga popcorn, dirions-nous. Le tome 19 de Kemono Incident, manga qui va nous parler de monstres folkloriques japonais et de gens qui essayent de gérer les problèmes liés à ces bestioles-là. On est sur la fin d'un arc, fin de l'arc du pays des renards, bon, s'il porte un vrai nom, moi je l'appellerai comme ça. Et aussi, on approche aussi tout doucement de la fin. Mais ça, par contre, c'est un shonen qui vaut la peine d'être découvert. Mais il y a un animé. Si vous êtes curieux, allez y jeter un œil, c'est pas mal du tout. Et très sous-coté. Le tome 10 de Call of the Night, un manga de vampires. Un manga de vampires, plutôt sympa, original. On brosse le thème du vampire, mais de manière fort différente. On termine aussi un arc, celui de la détective, on va dire. Et on commence à voir qu'il y aurait peut-être une sorte d'antagoniste à voir. On l'avait déjà entreaperçu par-ci par-là, mais là, elle est enfin définie comme étant potentiellement la méchante et l'objectif final. On verra ce que ça donne, mais moi j'aime encore bien. Et franchement, le dessin, un truc que j'aime beaucoup. Le tome 14 de Demon Slave. On rentre aussi dans le dur du sujet. Ici, on est sur une phase d'entrée. C'est fou, hein, on peut pratiquement pas montrer de case. Très très ecchi, évidemment. Et quand il n'y a pas du ecchi, il y a de la baston. Ici, on est vraiment sur un truc d'entraînement. Avec le bon vieux coup à la Dragon Ball de la salle de l'esprit et du temps. C'est-à-dire que on va aller s'entraîner là-bas, mais c'est vachement cool parce que le temps il passe pas de la même façon qu'ailleurs, donc on peut bien s'entraîner. Ouais. Plagiat.
Le tome 12 d'Oshinoko, manga thriller, dans le monde des idoles et des stars du showbiz, hein, des enfants stars, on va dire. Il est toujours aussi bon. Par contre, ce que je ne comprends pas, pourquoi il est vert pomme? Pourquoi? C'est quoi ce truc? Tous les autres tomes de la série ont des couleurs blanches ou noires, à l'exception d'un tome édition limitée qui avait une jaquette, on va dire, rose métallisée, mais encore rose, ça passait pas mal. Vert pomme! Putain, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est dégueulasse dans une mangathèque! Ah! Bon, je m'énerve pour rien, mais c'est chaud, quoi. Je sais pas qui a eu cette idée-là, mais je leur félicite pas. Et on va terminer avec Meian. Le tome 20 de Grand Blue, toujours aussi bon. Et merde, ce tome il parle vraiment de plonger. Ça change. Ils vont plonger au milieu des requins. Regardez, c'est mignon. Le dessin est toujours pas mal du tout. Franchement, ça reste toujours une excellente lecture, à condition qu'on aime aussi ce genre d'humour, bien entendu. Et l'histoire évolue, mine de rien, donc c'est pas mal qu'il y ait une histoire sympathique. Hâte de voir la suite. Le tome 10 de Arcdemon Dilemma, comment aimer son épouse elfe. Ça vante pas un titre comme ça. Bah oui, un manga médiéval fantastique où un puissant sorcier achète une elfe. Non pas pour la sacrifier, mais pour en faire son épouse. C'est pas mal sur l'humour, il y a de la baston, c'est sympathique. Ça casse pas trois pattes à un canard. La dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour y collecter les déchets. Récolter les déchets. Waouh. Bon, on va dire la dresseuse sans étoiles. Dans le genre manga, tout mignon, celui-là il casse tout. À part chez Nobinobi, vous ne trouverez pas des trucs plus gentillés que ça. Cette petite fille qui est toute nulle. Alors c'est un isekai, puisque c'est une réincarnation, mais à part quelques termes qui lui restent, elle n'a pas de souvenir de sa vie antérieure, elle est pas cheatée, elle en a pris plein la gueule. Et sa seule chance dans la vie, c'est d'être tombée sur ce petit slime, qui a priori est une espèce rare et vachement cool, puisqu'il fait des choses que les slimes normaux ne font pas. Moi, j'adore cette petite série, c'est vraiment très très feel good. Bon, celui-là, vous l'avez vu venir. 70 et 71 de Kingdom. Ceux qui ont eu la chance d'aller à la Japan Expo les ont évidemment depuis longtemps. Moi, je viens à peine de les rentrer hier, comme je vous ai dit, et j'ai lu uniquement un tome. Parce que ça, c'est des gros, et ils prennent du temps à être lus. Puisqu'ici, point de baston, pas de combat épique, pas de truc dantesque, de la bonne grosse politique, comme on n'en fait plus, des intrigues, de l'espionnage, de l'assassinat. Et puis, à la fin, un passage, mais de dingue, où on voit les relations de Chine évoluer. Mon Dieu, j'ai adoré. Alors évidemment, je vais rien dire pour ceux qui ne sont pas à jour, parce que le spoil c'est mal. Mais, waouh, c'est cool de rajouter une dimension à Chine, autre que le côté je suis bourrin, je veux devenir le plus grand général sous les cieux. Je vais pas en dire plus. Je vais pas en dire plus, ce serait trop bête si vous êtes spoilé. Mais franchement, j'ai adoré ce tome. Le tome 12 d'Egrégor, pareil, ça faut que je me les relise. J'ai beau être à jour, c'est du même niveau que le Seigneur des Anneaux en termes d'écriture. Il y a plein de personnages, plein de machins, une mythologie de fou. Il y a des trucs qui a fait ci, a fait ça. Lui, c'est un mec légendaire, nanani. Oh! Et en plus, ce tome-là, celui-là, je l'ai pas lu, mais regardez, vous voyez, tout est noir. Ce que ça veut dire que ça, c'est que du flashback. Et ça doit être l'avant-dernier. C'est fini en 13 tomes. Pour le premier arc, il y en aura derrière. C'est une dinguerie, mais faut le digérer. Je pense que je vais attendre d'avoir l'arc complet et tout me réenvoyer d'un coup, puisque entre les 27 personnages, je me suis perdu. Et on terminera avec la dernière des grosses dingueries, évidemment, les 4 tomes 5 à 8 de New Grappler Baki.
c'est toujours aussi agréable à lire, en grand format, encore une fois, une superbe édition qui vaut le coup. Pour moi, Baki, alors, certes, j'ai tendance à préférer Kengen, Ashura et Omega pour le côté un petit peu plus réaliste des combats, puisque là on est quand même sur des gars, c'est limite s'ils n'ont pas des pouvoirs, hein. L'ogre il est capable de déplacer son cerveau, et s'il sert du charbon dans sa main, il en fait des diamants. Voilà. C'est un peu trop... Mais après c'est ce qu'on aime aussi dans Baki. Franchement, quand j'ai eu les 4 premiers tomes, je m'étais dit, tiens, allez, j'en lis un, puis je vais dormir. J'ai arrêté à la moitié du tome 4, parce que j'en pouvais plus tellement mes yeux étaient fatigués, il était presque 1h du matin. Si ça, c'est pas un gage de qualité, quand vous n'arrivez pas à décrocher d'un manga, et dès que vous avez fini un tome, vous prenez le suivant, c'est en général que le manga est une dinguerie. Voilà, on peut pas dire autrement. Bon, on ne doit pas être très très loin de l'heure là-dessus, c'est déjà pas mal, il y a eu beaucoup comme vous l'avez vu, hein. J'ai pas compté, mais on doit largement être au-dessus des 100 tomes. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et évidemment, à me donner votre avis en commentaire. C'est ce que je préfère, c'est discuter avec vous. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, pour avoir un dialogue et parler de ma passion. Et plusieurs d'entre vous sont au rendez-vous. Ça, j'adore. Je commence à voir qu'il y a des habitués. Et franchement, je ne vous dirai jamais assez merci. Je prends beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!